que le succès dans le rap, ce serait pas un cadeau empoisonné en vrai. Dès leur premier texte, beaucoup de rappeurs parlent de leur galère, de leur ascension, mais surtout de leur quartier. Ils le portent sur leur dos comme un étendard, un drapeau. Chacun cherche à mettre sa ville sur la carte, prouver que même en partant de rien, on peut atteindre les sommets. Mais voilà le paradoxe qui se pose. Plus ils montent, plus le quartier, lui, leur tourne le dos. Les mecs qui criaient leur blase au début commencent à murmurer dans l'ombre. En vrai, il a changé, il nous a oubliés, il revient plus ici. Eh, il fait pas croquer lui. Bref, la fierté d'hier devient la jalousie d'aujourd'hui. Certains rappeurs se font menacer, d'autres doivent fuir leur propre ville et d'autres encore tombent dans des embrouilles qui auraient pu leur coûter la vie. 9 de héros, quartier nord à risque. normal pour un mec de victime. 9-4 mafia 15 fric. J'suis mon Ils ont fait la force, 94. La Paname, on est les big boss. Viens à Sevran, tu te fais agresser. Entre les bâtiments, mec de Liège, tu 4 comme Baka. Le 9-3 c'est la NAP. 9-1 c'est la Champions League. Le 9-1, 9-2 c'était un mec du 9-2. C'est nous le rempart. Marseille bébé. Mais déjà, pourquoi les rappeurs rappent autant la rue et le quartier? Ben faut savoir que même si certains aiment parler d'une gentrification du genre, la plupart des gros rappeurs sont encore souvent issus des cités, des ghettos, et pour eux le quartier c'est plus qu'un décor, c'est une identité, surtout dans le gangster rap, ou plutôt ce que les médias et l'industrie du disque appellent le gangster rap. Ce genre-là, il explose à la fin des années 80 aux States, principalement sur la côte ouest des États-Unis, même si Schoolly D, originaire de Philadelphie, est considéré comme l'un des premiers rappeurs du genre. À la fin des années 80 et au début des années 90, les ghettos au niveau des grandes villes américaines sont marqués par de nombreuses violences policières, la pauvreté et, disons-le, le trafic de drogue. C'est dans ce contexte que certains rappeurs vont s'adonner à décrire la réalité des cités, leur vécu et les ambitions de ceux qui y vivent, plutôt que de rester dans un rap ego trip ou festif. Donc influencé par Schoolly D, certains pionniers comme Ice-T posent les bases en 1986 avec son titre 6 in the Morning. 6 in the morning, police at my door. Fresh Adidas squeak across the bathroom floor. Out my back window, I make my escape. Didn't even get a chance to grab my old school tape. Mais c'est surtout NWA qui fait exploser le genre en 88 avec son titre Straight Outta Compton. Straight outta Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitude. Le groupe choque avec des sons comme Gangsta Gangsta qui racontent la dureté de la rue. Et en France, le rap suit la même trajectoire. Ce sont surtout les jeunes de quartiers populaires et issus de l'immigration qui s'approprient le gangster rap. Pour eux, c'est plus qu'un simple style musical, c'est une manière de prouver leur authenticité. Et venir d'un quartier précis, d'une ville, ça donne du poids à ton discours. Ça montre que t'es légitime, que t'as vécu ce que tu racontes. C'est la fameuse street cred. Aux États-Unis, on parle du hood, en France, on parle du quartier. Le terre-terre, la cité, le rinté, le four, les blocs. Les rappeurs aiment revendiquer leur territoire. Au final, l'attachement à son quartier ou à sa ville, c'est une part essentielle de l'identité d'un rappeur et de son image. Et au départ, le quartier te le rend plutôt bien, parce que c'est souvent lui ton premier public. Quand tu démarres dans le rap, ce sont les gens de ton blog qui partagent tes sons, qui te poussent, qui te donnent de la force. Avoir un quartier, avoir des gens autour de soi, avoir des amis d'enfance, c'est une force, c'est une énergie. Et tu vas aller puiser dedans pour raconter des choses et tout, et t'es la fierté de tout le monde. Mais une fois que la réussite est là, c'est là que les choses peuvent se gâter. Ah bah oui, au début, tout le monde est content pour toi, t'es le gars du quartier qui a percé. Mais plus tu montes, plus les regards changent. Il y a ceux qui sont fiers, bien sûr, mais il y a aussi ceux qui commencent à parler. Pourquoi lui et pas moi? Il fait trop le mec maintenant, il traîne plus ici, il fait plus aucun effort pour nous. Et cette notion de redevabilité est très présente dans cette industrie. Parce que quand un rappeur va réussir, son succès sera souvent perçu comme une victoire collective par son quartier. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais du fait que ton quartier, c'est ton premier public. Il te porte, il te fait connaître, etc. Mais mon gars, le jour où la roue tourne à tourner là, et que l'argent et la célébrité entrent en jeu, l'admiration des débuts peut très vite se transformer en attente et le soutien d'hier devient l'exigence d'aujourd'hui, celle de rendre ce qu'on a reçu. Ils voient les sacrifices, ils voient la réussite. T'es un des leurs quand tu pètes un flic ou bien quand t'as du fric. Mais tout ce que t'as, faut le partager. Ils te laissent même pas la moitié. Pourtant quand j'étais en bas, personne pour me ramasser. Ils sont bons qu'à te caillasser. Et quand tu pètes, c'est les 100. Mais y'avait R quand j'avais qu'un rouge pour la
à bouffer l'essence. Dis-moi Psartek si j'ai amassé. Et SCH l'explique très bien. Quand Bande Organisée sort en 2020, il gagne en notoriété. Et les gens qui comptaient pour lui le voient de plus en plus comme une poule aux œufs d'or. Mais avec le succès, il n'y a pas que des gratteurs qui débarquent. Il y a aussi ceux qui ne sont pas dans le jacuzzi, si tu vois ce que je veux dire. Comme l'a dit Sad chez Bouscapé, certains voient en la réussite de l'autre le reflet de leur propre échec. Et ça peut créer des tensions et attiser la jalousie. Dans une interview avec Guillaume Play, Maïs revient sur l'incendie qui s'est produit lors d'un tournage d'un de ses clips en expliquant que c'était des jaloux de sa cité qui étaient derrière. Et il ajoute même qu'ils ont essayé de le racketter. Puis il y a aussi DC's qui explique que des voisins à lui ont aussi essayé de le faire chanter. Et beaucoup de rappeurs ont compris ce danger et ont préféré prendre leur distance pour éviter ce genre de problème. T'as des gars comme Niska ou même Nino qui évitent de s'afficher dans leur quartier d'origine pour éviter ces problèmes dont je te parle. Et puis t'en as d'autres comme Booba par exemple qui ont quitté la France pour Miami pour ne plus être mêlés aux tensions de Boulogne. Parce que oui, rester dans son quartier, c'est s'exposer à d'autres risques que juste les gars qui veulent croquer leur part. Vous allez voir, là je laisse dans 2-3 ans l'hécatombe de rappeurs en détention ou assassinés. Après, t'en as qui, même après leur succès, tentent de continuer à fréquenter leur quartier, soit par attachement personnel, soit pour prouver qu'ils n'ont pas changé et garder une connexion avec leur public d'origine. Mais ce choix peut vite devenir une vraie problématique. L'exemple parfait, c'est l'affaire MHD. En 2018, il est impliqué dans une affaire de rixe entre bandes rivales opposant le 10e arrondissement au 19e arrondissement de Paris. Un jeune homme, Loïc, est lynché et assassiné dans des circonstances brutales. Des vidéos de la scène ont circulé sur les réseaux sociaux et un véhicule appartenant à MHD a été identifié sur place. Cette affaire montre le paradoxe du rappeur à succès. Bien que sa carrière ait explosé et qu'il ait les moyens de quitter son quartier, il est resté lié à ses anciennes fréquentations. Résultat, 12 ans de prison pour complicité de meurtre. Et quand tu restes au quartier, même si tu décides de vivre ta vie genre comme si de rien n'était, pas te mêler aux affaires de quartier, au trafic, tout ça, ben ça te protège pas pour autant en fait. Et SCH en a malheureusement fait l'expérience récemment. On est le 26 août vers 6 h du matin. SCH vient de performer dans la boîte de nuit La Dune, près de Montpellier. Lui et d'autres membres de son équipe ont rejoint leur hôtel situé un peu plus loin. Mais le restant de l'équipe, lui, sort à peine de la boîte à bord d'un van qui est pris en embuscade par 4 personnes en Range Rover noir qui le canardent. Le chauffeur est grièvement blessé et le passager est tué de 2 balles dans le thorax. SCH, qui est entendu par les enquêteurs, est persuadé que c'était lui qui était visé. Il explique que ça fait des années qu'il est menacé et qu'il subit des tentatives d'extorsion et de raquettes. Des hommes plus ou moins proches de la DZ Mafia pour certains lui réclamaient des sommes entre 300K et 2 millions sous prétexte qu'il l'aurait aidé à se faire un nom et à percer. Le gars était tellement pas serein qu'il est allé à Paris, alors que le bouc vient de Marseille quand même. Alors si avec ça vous ne comprenez pas, moi je sais pas quoi faire. Même si ça reste encore un peu tabou de parler de ce genre d'histoire, et je parle de la France parce qu'aux States, on n'a même pas leur temps, eux. En fait, c'est pas nouveau tout ça. Et des homicides ou des tentatives d'homicide sur des rappeurs ou leurs proches, il y en a eu plein d'autres. Je pense par exemple au manager de Jul ou même à celui de Maes. Par contre, attention, tous les rappeurs ne quittent pas forcément leur quartier une fois qu'ils ont du succès. Il y a aussi des contre-exemples comme Mac Taylor qui habite toujours à Aubervilliers. Il y a fait construire un studio d'enregistrement et il est devenu une figure du quartier. Alors c'est vrai que le sujet est chaud. Personne ne veut trop en parler publiquement, souvent par peur des conséquences. Mais quand on gratte un peu, on comprend très vite pourquoi certains rappeurs ou leur entourage se retrouvent liés à des histoires bressons. Alors, officiellement, silence radio, on est d'accord. Mais en off, les langues se délient un petit peu. Il n'y a pas si longtemps, un enquêteur de la police judiciaire lâche anonymement au micro de France Info que le rap et le narcotrafic se croisent de plus en plus. Parce que ouais les gars, le rap c'est devenu un vrai moyen de blanchir de l'argent. En gros, pour certains dealers, le rap c'est un investissement rentable. Ils injectent de l'argent dans un jeune talent et si ça marche, ça leur permet non seulement de blanchir du cash. Il y a des rappeurs où ils ont des grands, des machins, des trucs qui leur ont donné des choses, qui leur ont, je sais pas, payé des séances studio, machin, truc. Moi, j'ai pas ça. Mais aussi d'avoir la main sur un artiste en pleine ascension. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Dans certains cas, comme l'a raconté Niska, ce sont des types liés au narcotrafic qui gèrent l'organisation des concerts, la logistique ou même la sécurité, pour protéger les rappeurs des dealers en question. À première vue, en vrai, le business est bien rodé et tout le monde en profite. Les rappeurs qui trouvent un financement rapide et les investisseurs de l'ombre qui placent leur argent. Mais bon, on a bien vu comment ça pouvait finir tout ça. Et en vrai, c'est pas juste une tendance récente. Cette façon de faire existe depuis plus de 10 ans selon certains. Mais la vraie diff aujourd'hui, c'est quoi?
c'est que les montants sont énormes. Pour vous dire, parmi les artistes les plus riches, on retrouve 3 rappeurs, dont 2 dans le top 3. Aujourd'hui, le rap génère tellement d'argent que forcément, il y a des tensions qui se créent. Et ça peut très vite dégénérer. C'est aussi pour ça que certains rappeurs sont très prudents en matière de sécurité. Il y a des tensions, des dettes, des comptes à rendre et parfois ça peut aller très loin. Maes en a parlé ouvertement dans un documentaire où il montre à quel point il doit assurer sa protection. Lui-même l'avoue, il se sent menacé. Parce que d'habitude, dans ce milieu, on garde tout sous silence. T'as plein de journalistes, et même nous y compris, qui ont tenté d'en savoir plus. Mais personne ne veut prendre le risque de parler. Producteurs, rappeurs, managers, même les spécialistes du rap, tout le monde ferme sa bouche sur le sujet. Mais ces histoires ne sont pas propres qu'au rap, c'est des problèmes qu'on peut retrouver dans tous les styles musicaux, surtout ceux qui viennent à la base de la scène underground. Le rock par exemple en fait partie. La différence c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux et le poids du rap, c'est lui qui est sous les projecteurs. Puis le foot, on en parle du foot? Ah bah ouais, la fameuse histoire des frères Pogba les gars. En attendant, le sujet reste ultra sensible. Et en vrai ça pose pas mal de questions parce qu'aujourd'hui encore, t'as des rappeurs qui accordent beaucoup d'importance à leur street cred. T'en as même qui s'inventent une image de gangster, et ça malgré les risques. Mais entre vous et moi, est-ce qu'on a encore besoin de cette fameuse street cred pour percer dans le rap? Surtout quand on voit certains rappeurs d'aujourd'hui qui cartonnent. Alors dites-moi, mais en attendant vous connaissez la chanson? Vous prenez soin de vous la famille.